Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vous remercie pour votre présence ce soir, pour ce nouveau mardi de l'égalité, sous le signe des inégalités, cette fois face au logement. La conférence de ce soir, comme les précédentes, est filmée et sera sous-titrée puis rediffusée sur l'AirDu. Vous pouvez ainsi, si vous le voulez, revoir un grand nombre d'interventions qui ont eu lieu dans le cadre de nos rendez-vous de l'égalité. Et il et elle nous accompagnent encore ce soir, comme à chaque fois. Je remercie et je salue le soutien technique des collègues du CREA, Éric, Valentin, Clément, et également du service culturel, Margot, Clara et Sarah. En toute confidence, la programmation de la prochaine saison est à l'œuvre et le programme semble prometteur. Alors je vous le disais, ce soir est un mardi consacré aux inégalités face au logement. Nous recevons Solène Godin, qui est maîtresse de conférences en géographie et co-directrice du laboratoire ESO Rennes, Espace et Société, qui est une unité mixte de recherche du CNRS. Ces thèmes de recherche sont centrés sur les dynamiques socio-spatiales des espaces urbains et sur les inégalités. Discrimination, pauvreté, inégalité et logement sont examinés au prisme des politiques de la ville, de la rénovation urbaine, du logement social et du mal-logement. Son emprise d'étude porte un regard tout particulier sur la Bretagne. Comprendre et analyser la crise du logement, on a tous et toutes en tête et en mémoire les difficultés de logement mis en exergue à chaque rentrée universitaire, particulièrement en septembre dernier. Cette crise prend ses racines profondément en mettant un nombre incalculable et très important d'interactions entre des éléments d'ordre spatial et territorial, d'ordre politique, économique et social. Comprendre les leviers qui permettent à tous et toutes d'avoir un toit, un chez-soi. Voilà un des enjeux de la recherche de notre invité de ce soir. Alors Solène, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie de lui faire un bel accueil et je lui laisse la parole. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir à toutes et tous. À mon tour de vous remercier pour cette invitation à participer au Mardi de l'égalité. Je suis particulièrement contente d'être avec vous ce soir sur un sujet qui, en effet, est d'actualité et concerne et intéresse toutes et tous d'une manière ou d'une autre. Alors, cela a déjà été dit, je suis géographe, donc vous allez voir un certain nombre de cartes ce soir sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Géographe au sein du laboratoire ESO Rennes, au sein donc de l'université Rennes 2. Il s'agit d'un laboratoire pluridisciplinaire où on retrouve des sociologues, des aménageurs, des urbanistes, des juristes. Ce qui me permet à la fois de pouvoir développer des méthodologies relativement hybrides, de travailler sur des aspects parfois plus techniques, plus opérationnels, mais aussi plus qualitatifs, parfois plus sociologiques, sensibles même, dans les rapports que les personnes peuvent entretenir avec leurs espaces de vie. Dans le champ du logement, ce qui m'intéresse tout particulièrement s'articule en effet aux inégalités qui peuvent être liées ou générées dans l'accès au logement, dans le mal-logement aussi, mais plus généralement dans les rapports sociaux qui se nouent autour de l'habitat, qu'il s'agisse de sa production ou des modes de vie qui s'y rapportent. Alors le sujet est effectivement particulièrement d'actualité. Je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches pour tomber sur les dernières unes des quotidiens de la presse régionale, nationale ou locale. Tout récemment, il vient effectivement d'être nommé un nouveau ministre en charge du logement. Donc on a de nouveau reposé cette question des politiques à conduire et à mettre en œuvre. On l'a également entendu au travers des annonces de Gabriel Attal dans son discours de politique générale. Et puis, il y a également depuis quelques jours la sortie annuelle du rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du logement et surtout du mal-logement en France, qui, l'année dernière, qualifiait l'année 2023 d'une année noire pour le logement et cette année en appelle à une véritable bombe sociale. Donc vous voyez que la situation ne semble pas s'améliorer et soulève un certain nombre de questions sur cette crise aiguë que nous connaîtrions et que nous traverserions depuis un certain nombre d'années. Alors, peut-être vous rappeler juste quelques chiffres pour poser un peu le cadre, issus non pas de mes travaux, mais des études de la Fondation Abbé Pierre et d'autres qui s'intéressent aux questions de logement et mal-logement, parmi lesquels 4 millions, un peu plus de 4 millions de personnes en situation de mal-logement, et c'est un chiffre qui ne diminue pas.
d'année en année. On est toujours à peu près à 6% de la population qui se trouve en situation de mal-logement. Un nombre de populations SDF, sans-abri, qui a été multiplié par 2 en 10 ans. 12 millions de personnes qui sont d'une manière ou d'une autre fragilisées par leur logement ou dans leur rapport au logement ou mal-logement. 15 millions de Français qui ont un problème avec le logement, 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, et donc on peut effectivement se poser la question des conditions de vie et d'accès au logement. 26% des ménages qui ont eu froid en 2023 dans leur logement cette année, et 2,6 millions de personnes en attente d'un logement social. Ces chiffres sont tellement nombreux que l'on pourrait prendre l'habitude de les entendre, et ils sont aussi difficiles parfois à appréhender tant ils semblent conséquents et nombreux. Ils sont surtout le symbole d'une crise qui serait souvent rappelée et qui en ce moment semble un peu culminer. Mais derrière cette crise, il faut essayer de déconstruire un peu et peut-être de comprendre en quoi aujourd'hui, plus que jamais, le logement est devenu un puissant révélateur des inégalités sociales et territoriales. Et j'imagine que c'est en ce sens que l'invitation m'a été faite ce soir. Alors, mon propos va s'articuler autour de 4 points que je voudrais voir avec vous. Revenir sur l'idée de crise du logement, non pas une peut-être, mais des crises du logement, et comprendre en quoi est-ce que celles-ci se mettent en place, s'articulent, se nourrissent et s'entretiennent. Un deuxième point sur les panoramas et les difficultés de logement, plus spécifiquement sur le territoire breton, même si ça va être mon fil rouge tout au long de l'intervention. Revenir ensuite sur des problématiques qui me semblent émergentes aujourd'hui en matière de mal-logement, ce qu'on peut appeler les nouvelles vulnérabilités résidentielles et les inégalités résidentielles qui s'aggravent dans ce contexte. Et puis je terminerai mon propos en guise d'ouverture et d'échange avec vous sur les solutions qui sont aujourd'hui déployées dans les territoires, notamment à l'échelle régionale, pour répondre à ces différentes problématiques. Alors tout d'abord, les crises du logement, au travers d'un point que j'ai qualifié de crise du logement plus structurelle que conjoncturelle. Alors je suis d'ores et déjà désolée, c'est vrai que certains aspects de la présentation sont un peu techniques. Le monde du logement tourne assez vite autour de sigles, autour de chiffres. Je serai obligée malgré tout d'en utiliser quelques-uns ce soir, et puis on pourra bien évidemment échanger après sur certains d'entre eux qui pourraient vous avoir interpellé. Alors crise du logement plus structurelle que conjoncturelle, pourquoi ? Parce que cela fait plus de 30 ans, 40 ans que l'on entend parler de crise. Alors, normalement, une crise, c'est un paroxysme, c'est court, c'est un instantané. Or là, il semble que ces crises se soient durablement installées et que l'on puisse en parler au pluriel du fait de la complexité des facteurs qui en sont à l'origine. Alors tout d'abord, c'est bien évidemment la question des prix qui vient ici interpeller et sur laquelle j'imagine que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu un certain nombre de choses. Et effectivement, la France a connu, comme un certain nombre d'autres pays européens, elle ne se démarque pas particulièrement en cela, une augmentation continue des prix de l'immobilier. Et cela depuis les années 1990. Rien qu'entre 1990 et 2008, les prix de l'immobilier ont augmenté de plus 150%. Donc vous voyez que cette crise n'est pas récente, elle se met en place et elle prospère depuis déjà plusieurs décennies. Mais elle s'est accélérée et depuis une quinzaine d'années, les prix de l'immobilier ont augmenté avec une particularité, c'est qu'ils ont augmenté partout et qu'ils ont en moyenne quasiment doublé. Ce qui effectivement montre une aggravation de la situation, mais une aggravation qui, on va le voir, a été très largement sous-estimée par à la fois les professionnels du secteur, les responsables politiques, publics, les aménageurs aussi, à cause de différents leviers, puisque les crises du logement ont un certain nombre de particularités que je vais essayer de vous présenter dans un premier temps. Premier graphique ici, où vous voyez l'évolution des prix au mètre carré à l'échelle régionale depuis les années 2000 jusqu'en 2021. Et donc, vous voyez qu'effectivement, cette augmentation, elle a été continue. Et cela sur les 4 départements bretons, avec des rythmes un peu différents, mais elle est malgré tout absolument parallèle. Et on voit bien qu'elle est effectivement ici tendancielle. Et elle s'accélère particulièrement depuis la situation, alors depuis l'année 2018-2019 et post-pandémie. On aura l'occasion d'y revenir. Pour bien saisir l'ampleur de l'évolution de ces prix et leur impact, il faut également ajouter une statistique, un élément supplémentaire.
c'est que sur les 5 dernières années, alors même que les prix de l'immobilier continuent d'augmenter rapidement, les prix ont augmenté 2 fois plus vite que les salaires, ce qui signifie bien évidemment que le décrochage entre les prix de l'immobilier et les capacités des ménages à pouvoir accéder à un logement, pouvoir payer un loyer, pouvoir avoir un accès à la propriété, s'en retrouve d'autant plus restreint. Donc ce découplage, ce n'est pas seulement une augmentation des prix, c'est vraiment un découplage avec également l'évolution des salaires qui apparaît assez nettement ici. Si on revient un tout petit peu en arrière, c'est depuis les années 1980 que l'on commence à assister à ce découplage des prix. Certes, il s'est accéléré, mais dès les années 1980 et jusqu'à peu près les années 1990, le décrochement des prix de l'immobilier augmente très fortement, avec ce que l'on peut considérer comme un double impact inégalitaire. Première inégalité ou premier impact, c'est bien évidemment l'augmentation très forte des patrimoines des propriétaires qui se retrouvent sans rien faire avec des biens qui prennent de la valeur et donc avec des formes d'accumulation du capital qui se constituent année après année, une forme de concentration des patrimoines et de la richesse. On aura l'occasion d'y revenir, qui creuse bien évidemment l'égalité ou les inégalités avec ceux qui se trouvent aux portes de l'accès à la propriété. Et c'est effectivement la deuxième inégalité. C'est l'éviction de l'accès à la propriété d'une partie importante des ménages, malgré pourtant, durant ces dernières années, des taux de crédit et d'emprunt qui étaient relativement bas. Et même encore aujourd'hui, alors qu'ils ont fortement progressé depuis 18 mois, ils restent à des seuils relativement bas par rapport à 10-15 ans en arrière. Du coup, le fossé entre les deux s'accentue fortement. Et cela dès les années 1980. Début des années 2000, nouvelle évolution, où on voit une croissance des primo-accédants, ceux qui vont pouvoir avoir accès à la propriété pour la première fois, encouragés par des dispositifs nationaux portés par l'État. C'est évidemment le prêt à taux zéro qui a été mis en place en 1995 et qui commence ensuite à porter ses fruits durant les débuts des années 2000. Mais cet embelli est de courte durée. Dès 2010, de nouveau, les freins à l'accès à la propriété apparaissent et au regard de la conjoncture économique et de la hausse des prix, une partie des ménages se retrouve en difficulté. On peut donc parler à ce niveau-là, non pas d'une crise, mais pour l'instant d'une panne. D'une panne de l'accès à la propriété, particulièrement du premier accès à la propriété, la première fois que l'on devient propriétaire. Et cette panne de la primo-accession, c'est une des raisons qui va venir accentuer la pression sur toute la chaîne du logement, sur la demande, y compris de logement social. On aura l'occasion d'y revenir, mais qui l'explique. Panne donc de l'accession, mais on ne parle pas encore véritablement de crise, et on va essayer de comprendre pourquoi. Quand on parle de crise du logement, la deuxième question qui se pose, c'est également la question du nombre de logements. Est-ce que l'on en construit assez? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que si les prix augmentent, c'est aussi parce que peut-être que le bien est rare, même si ce n'est pas un bien marchand comme un autre? Et là encore, peut-être une deuxième idée sur laquelle il faudrait revenir. Depuis les années 2000, la France a beaucoup construit de logements. On entend très récemment parler de la chute de la production de logements, mais c'est très récent. Depuis les années 2000, la France est le plus grand producteur annuel de logements d'Europe. Et jusqu'à la crise sanitaire, elle a même tout particulièrement construit jusqu'à près de 450 000 logements par an. C'est vraiment beaucoup. Accélérant le rythme du marché, il y a eu plus d'1 million de transactions dans l'ancien. Et si on regarde, avec 38 millions de logements aujourd'hui en France pour 68 millions de personnes, on a un ratio qui est parmi les plus favorables d'Europe. Ça fait 546 logements pour 1000 habitants. 546 logements pour 1000 habitants, c'est beaucoup mieux que ce que l'on va retrouver et beaucoup plus en ratio que ce que l'on va retrouver, par exemple en Allemagne, où c'est 510, par exemple au Royaume-Uni, où on est à 436. Donc en soi, si on s'arrête là, on s'imagine qu'on ne manque pas forcément de logements, quantitativement. On y construit chaque année, en France, à peu près, même un peu plus, de 6 logements pour 1000 habitants. Donc on continue cet effort de construction. En Finlande, on est à 5, comme en Autriche ou comme au Luxembourg. Donc la France a eu un cycle de construction actif de logements
Même si depuis 2018, ce cycle de logement et de construction de logements tend à diminuer. C'est ce que vous voyez ici sur le graphique, et notamment sur la partie, vous voyez, post-crise sanitaire, celle qui apparaît en gris, qui marque une diminution ensuite du nombre de logements qui vont être mis en chantier. Donc, un stock de logements qui n'a cessé de croître, et cela, on le retrouve au niveau national, mais aussi au niveau régional. Sur la courbe que vous voyez ici, qui présente la situation des logements qui vont être commencés autorisés en Bretagne sur la période récente, donc entre 2019 et aujourd'hui, alors même qu'il existe effectivement un ralentissement de la construction de logements, c'est assez peu visible à l'échelle régionale, où vous voyez que cette courbe ne diminue pas ou peu. Donc on continue à construire des logements, et c'est en soi plutôt une bonne nouvelle. Il ne s'agirait donc pas d'imaginer que la crise du logement aujourd'hui serait une crise uniquement quantitative, c'est-à-dire qu'il manquerait de logements. C'est plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en construire, on va y revenir, qu'il ne faut pas continuer d'en construire, mais ce n'est pas qu'une question de nombre de logements construits. Il faut bien évidemment mettre en regard cette construction avec la demande. Et la demande, dans une région comme la Bretagne, c'est une demande qui est croissante, qui est forte. On est dans une des régions les plus attractives. On a les statistiques qui sont sorties récemment, avec une croissance assez importante, plus 0,5% de personnes sur le territoire breton par an, donc avec des besoins évidemment de logements qui sont importantes. Des besoins qui ont aussi été accompagnés par la production, c'est notamment grâce à des dispositifs comme le Pinel et le Pinel breton, comme on l'a qualifié, qui ont permis également d'accompagner cette demande à la construction, cette demande à l'accueil des nouveaux logements. Donc on le voit bien, la crise n'est pas une crise strictement quantitative, le stock de logements continue de progresser, et les prévisions à l'échelle régionale l'indiquent bien, on continue à construire entre 23 et 25 000 logements par an qui vont être projetés sur les prochaines années, même si effectivement un certain nombre d'éléments montrent qu'aujourd'hui, le secteur de la construction peine à suivre ses projections, ses autorisations, du fait du renchérissement et du grippage du marché de l'immobilier aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que cette production de logements, elle s'est réalisée. Alors vous avez 3 cartes de la Bretagne ici, qui vous montrent à chaque fois le taux d'évolution du nombre de logements produits, donc en pourcentage, et au fil du temps. Elle s'est réalisée, cette production de logements, avec certaines disparités territoriales, afin de montrer les éléments d'attractivité du territoire. On voit quand même assez nettement ici que la construction de logements s'est avant tout concentrée dans les territoires urbains urbanisés. Alors si on regarde, c'est essentiellement sur les espaces littoraux, particulièrement sur le sud du Morbihan, on y reviendra, un peu Pointe-Finistère, le nord de l'Ille-et-Vilaine, tout le grand bassin rennais, et particulièrement au niveau de Rennes Métropole. On aura l'occasion de revenir dessus. Le fait marquant, c'est aussi la progression donc considérable de l'urbanisation dans des communes littorales. Si vous regardez ici l'évolution de l'artificialisation du territoire, qui s'est réalisée depuis 1985 jusqu'à 2005 et accélérée sur la phase la plus récente, cette urbanisation des communes du littoral et du rétro-littoral est un phénomène particulièrement marquant. Alors c'est marquant particulièrement sur la côte sud, entre Quimper et Concarneau. On retrouve la presqu'île de Rhuys, la région des Abers, toute la côte de Granit-Rose, à proximité de Lannion aussi. Et dans une moindre mesure, mais également de part et d'autre de la baie de Saint-Brieuc, le long de l'axe Dinan-Dinard. Bref, durant les dernières années, l'urbanisation de la bande littorale a été particulièrement active, comme vous le voyez ici. Elle a constitué à peu près 10% de l'urbanisation des dernières années qui s'est réalisée sur la bande littorale, alors que celle-ci ne représente que 3% de la superficie du territoire régional, et que cette même bande littorale n'a accueilli que 3% de nouveaux habitants. Donc 10% d'urbanisation, 3% de nouveaux habitants. On voit bien que l'enjeu n'est pas seulement de construire des logements, mais de voir la destination, les destinataires, envers qui ou à destination de qui est-ce que l'on souhaite construire des logements.
Alors, effectivement, l'attrait du littoral breton explique la part importante de la présence notamment de résidences secondaires, et vous savez que c'est un point sur lequel les sensibilités sont particulièrement exacerbées. La part des résidences secondaires à l'échelle du territoire breton, alors les résidences secondaires à l'échelle nationale représentent en soi déjà une part à peu près autour de 13%. Il y a 15% des ménages qui ont une résidence secondaire, au moins une résidence secondaire. Depuis les 5 dernières années, on a observé une accélération, à peu près 100 000 nouvelles résidences secondaires par an depuis 5 ans. Le tiers se situe sur le littoral et la grande majorité dans les stations notamment de montagne notamment. En Bretagne, c'est 20% des communes littorales qui ont plus de résidences secondaires que de résidences principales. Donc effectivement, cette pression, on la voit. Alors, elle n'est pour autant pas à même de reconfigurer complètement les équilibres territoriaux. Si vous regardez la carte avec les petits cercles violets qui vous montrent le nombre de résidences secondaires, ça c'est en 1975, donc vous voyez que le fait n'est pas nouveau. Vous voyez apparaître ici en 1990, et vous voyez apparaître ensuite en 2020. Donc on voit bien effectivement qu'il n'y a pas eu une dispersion, c'est avant tout les littoraux qui sont majoritairement concernés. Les résidences secondaires ont augmenté de plus de 30% en Bretagne entre la fin des années 1990 et aujourd'hui. Mais pour autant, cela n'a pas complètement reconfiguré le territoire. Alors, si vous regardez juste le graphique à côté, vous voyez l'évolution du nombre de résidences secondaires qui apparaît en rouge, et vous voyez le nombre de logements en Bretagne. Et que l'écart que l'on retrouve entre ces territoires, ici, entre la production, de ces types de logements, résidences secondaires d'une part, résidence principale d'autre part, est évidemment sans commune mesure. Il n'y a pas un parallèle. On voit qu'on a construit beaucoup plus de résidences principales que de résidences secondaires. Mais dans les deux cas, cette situation alimente ce que l'on peut véritablement qualifier d'une véritable frénésie transactionnelle. Alors frénésie transactionnelle, surtout après la crise sanitaire. Qu'est-ce que l'on peut appeler cette frénésie transactionnelle et qu'est-ce qu'elle signifie avant toute chose ? Avant la crise sanitaire en Bretagne, les prix de l'immobilier sont plutôt inférieurs à ce que l'on observe dans l'ensemble du territoire national sur des biens à peu près similaires, notamment dans l'ancien. On voit qu'en revanche, plus récemment, l'augmentation des prix s'est réalisée de manière accélérée. Et cette augmentation des prix, elle a parfois été caractérisée, expliquée par la situation post-crise sanitaire qui viendrait essayer de recomposer les territoires avec notamment des urbains plutôt issus de la région parisienne ou de grandes métropoles qui auraient un engouement pour venir habiter dans des villes petites et moyennes à proximité du littoral, soit venir y habiter, soit faire l'acquisition d'une résidence secondaire. Les différents travaux conduits sur ce que l'on a appelé l'exode urbain, ces populations qui quitteraient les grandes villes pour aller vers des territoires avec des aménités résidentielles plus attractives, toutes ces études sur l'exode urbain tendent à relativiser l'ampleur quantitative. Ça ne signifie pas que ça n'existe pas, mais il n'y a pas eu de grande réorientation des flux démographiques. Il n'y a pas eu véritablement d'afflux de population en direction des villes petites, moyennes ou de territoires littoraux. En réalité, quantitativement, c'est relativement faible. Il n'y a pas eu non plus une reconfiguration des flux. Les destinations restent les mêmes. Au mieux, a-t-on observé un élargissement des effets de périurbanisation ou encore en direction de villes de taille plus intermédiaire. Mais souvent, on retrouve des mobilités résidentielles post-crise sanitaire qui restent plutôt à proximité de l'aire géographique initiale. En revanche, ce qui change, c'est non pas les flux démographiques, mais les flux financiers. Et là, effectivement, c'est pour ça qu'on peut parler d'une véritable frénésie transactionnelle. Ce qui a donc particulièrement augmenté, c'est le marché, qui a connu une véritable embellie, pour ne pas dire une euphorie du marché, qui a d'ailleurs masqué un certain nombre de disparités territoriales, mais surtout qui a progressivement évincé une partie des ménages, classe moyenne inférieure, puis d'ailleurs classe moyenne,
qui, au moment de vouloir avoir accès à un bien, s'est retrouvé dans l'incapacité de le faire, à la location comme à la vente. Et finalement, ce sont souvent les personnes qui étaient déjà propriétaires qui ont aussi alimenté le marché avec la constitution de patrimoine, alors parfois locatif, parfois multipropriétaire, parfois avec un enjeu d'investissement, de rentabilité, avec du locatif saisonnier par exemple. Mais c'est ce qui explique notamment qu'il s'agisse d'une situation de crise structurelle, de montée des inégalités face au logement. Or, pourquoi est-ce que l'on a mis du temps à parler de crise? Parce que précisément, le dynamisme du marché a masqué longtemps la sélectivité croissante que l'on pouvait y retrouver. Autrement dit, quand les prix augmentent, finalement, un certain nombre de personnes s'y retrouvent. Les propriétaires en soi gagnent de l'argent, donc ce n'est pas un problème. Les promoteurs immobiliers, ça fonctionne aussi plutôt bien. Donc le cycle d'inflation des prix, pour une grande partie, et on reparlera des propriétaires, ne pose pas un problème majeur tout de suite. Donc entre le moment où les prix immobiliers ont continué à augmenter, dépassant les plafonds, et ceux qui se sont retrouvés avec des difficultés et des difficultés majeures, il s'est écoulé un cycle inflationniste de plusieurs mois, quasiment même 2 ans, où les prix ont continué à augmenter alors que pour à peu près 2/3 des propriétaires, c'était absolument pas un problème. Et ce cycle a continué très longtemps ainsi. Donc, si on voulait un petit peu résumer les premiers éléments de cette partie, on se rend compte que l'on a construit des logements, mais pas toujours là où on en avait besoin, là où c'était possible ou là où c'était rentable. Et on a aussi un marché qui s'est auto-alimenté avec une forme d'euphorie et de sélectivité qui était de plus en plus excluante à mesure que les prix de l'immobilier augmentaient, indépendamment des besoins des ménages. Le cadre étant un peu posé, je voudrais revenir avec vous maintenant sur le panorama des difficultés de logement à l'échelle de la Bretagne. Quelles conséquences cela a concrètement et comment est-ce qu'on peut aussi expliquer cette situation autrement que par le marché, comme je viens de le faire. Alors le premier point, c'est bien évidemment de regarder les ménages qui sont eux-mêmes concernés par les difficultés d'accès au logement. Et vous le savez, je vais vous dire des choses que vous connaissez déjà bien, mais c'est important de les rappeler ici. Les structures des ménages ont profondément évolué ces dernières années, notamment avec une diminution très importante de la taille des ménages, qui est passée de à peu près 3 personnes par ménage au milieu des années 1970 à un peu plus de 2 personnes aujourd'hui par ménage. Aujourd'hui, les 2/3 des ménages sont composés de 2 personnes ou moins. Donc, on voit que les ménages composés d'une seule personne sont devenus une des catégories les plus importantes, et qu'au contraire, les ménages de plus grande taille, composés notamment de 4, 5 ou 6 personnes, ont été en très nette diminution. Ça signifie que le nombre de ménages à loger augmente plus vite que l'évolution démographique, puisqu'il y a plus de ménages de petite taille. Ça signifie aussi que les modes de vie ayant changé, notamment chez les jeunes, où les mises en couple sont beaucoup plus tardives. Pour les 20-24 ans, il y a à peu près 2 fois moins de mises en couple au même âge que ce que l'on retrouvait dans les années 80. Donc, des éléments qui sont aussi sociologiques contribuent à accentuer la pression sur les logements, alors sur des logements de petite taille, mais pas seulement. Et le nombre de ménages composés d'une seule personne a quasiment quadruplé ces 25 dernières années. Donc tout cela explique aussi que la pression soit particulièrement forte. On peut dès à présent faire le lien aussi avec la question du genre. Et si on prend les statistiques dans l'aire urbaine de Rennes, c'est 11% des hommes qui vivent seuls et 38% des femmes. Donc là aussi, si on connaît les difficultés à se loger qui sont particulièrement fortes pour les ménages composés de petite taille, les femmes sont plus directement concernées ici, et ça fait peser une pression supplémentaire sur les problématiques d'accès au logement. L'autre élément à prendre en considération, c'est la structure un peu spécifique des résidences et du parc de logement que l'on retrouve en Bretagne. Alors pourquoi est-ce qu'elle est spécifique ? Parce que l'on a une part
de propriétaires qui est extrêmement importante. On est en Bretagne, la région qui avons le taux de propriétaires parmi les plus élevés, 67% contre 59% en moyenne à l'échelle nationale. Donc c'est vraiment une région où ce taux est très important, une région de propriétaires, c'est le plus fort taux de ménages avec un taux de propriétaires important. Et ça, c'est pas nouveau, hein. On retrouvait déjà cet écart de plus de 10 points il y a 15 ou 20 ans, donc ça, c'est une tendance de fond. Et cette part de propriétaires explique un ensemble d'éléments aussi un peu spécifiques. C'est que non seulement ce sont des propriétaires, mais aussi majoritairement de maisons individuelles. Les 3/4 des logements sont des maisons individuelles. Ça aussi, c'est une spécificité. C'est une spécificité qui a aussi un impact, bien évidemment, sur le type de bien, sur le marché et sur les prix que l'on va pouvoir retrouver. Cette spécificité, part de propriétaires importants, part de pavillons importants, accentue les inégalités dans les possibilités d'accès au logement. Si on regarde chez les propriétaires, il y a seulement 37% des familles monoparentales qui sont propriétaires. 37%, si vous reprenez, par rapport à l'ensemble des ménages bretons, c'est 67%. C'est donc 2 fois moins quasiment. Pour les jeunes, pour les moins de 25 ans, qui sont évidemment au début de leur parcours professionnel, résidentiel, personnel, cette part de l'accès à la propriété a pourtant fortement diminué elle aussi. 2 fois moins de propriétaires chez la classe d'âge des moins de 25 ans que ce que l'on retrouvait en 1968. Même chose en 1980. En revanche, un clivage générationnel très fort chez les propriétaires qui ont 60 ans ou plus. Les propriétaires sont majoritairement des personnes plus âgées. Alors, évidemment, ça semble assez classique, mais le clivage générationnel s'est très fortement accentué avec la crise et avec ces dernières années. Du coup, bien évidemment, le poids d'avoir accès à un logement et le poids dans un budget est beaucoup plus important, puisque les moins de 25 ans consacrent un budget qui est 3 fois plus élevé que les plus de 75 ans. Donc on voit bien ici le rapport entre l'inégalité de constitution du capital et le poids budgétaire pour pouvoir se loger. Et ces statuts d'occupation, hein, on les retrouve bien sur l'ensemble du parc de logements bretons. Alors je vais accélérer un petit peu ici. Le troisième élément sur lequel je voulais revenir avec vous sur ces difficultés, c'est aussi la question du logement social. Alors, le logement social qui est soumis aujourd'hui à des transformations très importantes, contraintes, qui ne fait pas par choix, contraintes du fait de à la fois une évolution de son modèle et d'une pression très forte, puisque quand la pression sur le logement est forte, un certain nombre de personnes vont forcément se retourner vers des demandes. C'est aussi facilité par le fait qu'aujourd'hui, les demandes de logement social ont été en grande partie dématérialisées, ce qui rend plus facile les possibilités de demander à y avoir accès. Aujourd'hui, on a 50 000 demandes en attente d'un logement social à l'échelle de la Bretagne. Il y a à peu près une attribution pour 3-4 demandes. Et en 10 ans, le nombre de demandes de logements sociaux a quasiment été multiplié par 2. Or, ce que l'on observe, c'est qu'à l'inverse, pour pouvoir accéder à cette demande, il faut qu'il puisse y avoir une rotation, il faut qu'il y ait des locataires qui partent, il faut qu'il y ait effectivement un peu de mouvement. Or, le taux de rotation dans le parc de logement social, durant cette même période, a été divisé, lui, par 3. Donc, on voit bien que tant au niveau de l'accès à la propriété, qu'au niveau du logement social, qu'au niveau de l'accès au locatif privé, tous les leviers de l'accès au logement sont en train progressivement de se gripper. Et c'est toute la chaîne du logement qui est embolisée. Non seulement il y a cette embolie du fait des immobilités résidentielles, des impossibilités à pouvoir passer d'étape en étape dans la chaîne du logement, mais en plus, le nombre de logements diminue. On l'a vu récemment. Vous avez en 2017 la structure du nombre de logements qui ont été mis en chantier à l'échelle de la France, entre logements en accession, logements privés, logements locatifs social. Si vous regardez le locatif social, donc 2017, avant que l'on commence à voir chuter, en 2017, vous voyez 105 pour le 105 000 construction de logements sociaux. Et si on regarde 2022, on tombe à 84 000.
Sur 2022-2023, on est tombé à 84 000 autorisations de construction de logements sociaux par an. C'est un des niveaux les plus bas, alors que la pression n'a jamais été aussi importante. Je viens de voir avec vous ces chiffres. Or, cette baisse continue de logements sociaux, ce n'est pas seulement une baisse qui est conjoncturelle, c'est que quand il manque pendant une année 40 000 logements sociaux qu'on ne construit pas, ça vient s'ajouter l'année suivante aux 40 000 qu'on ne construit pas, ça vient s'ajouter aux 40 000 qui n'ont pas non plus été construits, et donc évidemment c'est un processus cumulatif qui ne fait qu'aggraver année après année la situation du logement social. Mais le logement social, ce n'est pas non plus une catégorie homogène. Et à l'intérieur, il y a un certain nombre de plafonds qui permettent de pouvoir financer plus ou moins et donc d'identifier des profils qui pourraient avoir accès à certains plafonds de logements sociaux, parmi lesquels on retrouve, sans rentrer dans les aspects plus techniques, ce que l'on appelle les logements pour un profil social très social, donc pour les personnes qui sont avec les revenus les plus modestes, ce qu'on appelle les PLAI, donc vraiment pour les logements sociaux très sociaux, qui, eux, année après année, dans l'ensemble de la production de logements, constituent finalement la part la plus faible. C'est-à-dire que même quand on construit des logements sociaux, ils sont majoritairement, que minoritairement plus exactement, à destination des profils les plus pauvres. Donc on construit des logements sociaux plutôt à destination des catégories intermédiaires ou en tout cas pas en direction des ménages qui en ont le plus besoin. Pourtant, quand on observe à côté l'évolution du nombre de allocataires, RSA ou autres allocataires des minima sociaux, on observe l'évolution inverse. C'est-à-dire qu'on a une paupérisation de la population. Si on prend l'exemple de Rennes, 58% de la demande à Rennes et 49% si on est juste au-delà de Rennes, des demandes qui sont faites par des personnes qui ont des revenus inférieurs à 30% des plafonds. C'est-à-dire qu'on a une paupérisation de la demande alors que l'on construit finalement assez peu de logements sociaux à destination des publics qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, c'est près de 66% des ménages qui vont disposer de ressources inférieures aux plafonds d'accès les plus sociaux. Donc on a des données qui montrent bien les ressources très faibles des ménages qui occupent le parc social, même s'il ne faut pas oublier que la majorité des personnes vivant sous le seuil de pauvreté ne trouvent pas un logement dans le logement social, mais dans le parc privé. Donc là, je voulais revenir dessus, on aura peu de temps. Tout cela me conduit au troisième point que je voulais évoquer avec vous ce soir, sur les vulnérabilités, nouvelles vulnérabilités et les inégalités résidentielles qui s'aggravent dans ce contexte que je viens de vous décrire. Alors, quels enseignements on peut tirer des parcours résidentiels, notamment des ménages modestes ? Alors, on l'a vu, notamment un des leviers d'évolution des trajectoires socio-résidentielles, c'est l'accès à la propriété. Or, la part des ouvriers dans les primo-accédants recule très nettement, notamment par rapport au cadre. Et cela, c'est une tendance continue. De la même manière, on voit apparaître de nouvelles formes de vulnérabilité résidentielle qui ne sont pas seulement attachées au statut de propriété, qui sont liées parfois au confort, ou plus exactement à l'inconfort, à ce que l'on appelle le coût global du logement, c'est-à-dire l'obligation que certains ménages ont eu de s'éloigner pour pouvoir trouver un logement et qui, du coup, ont des coûts contraints de mobilité, de déplacement liés à l'acquisition d'un véhicule ou d'autres formes également de précarisation qui en découlent. Ces nouvelles vulnérabilités résidentielles, elles sont identifiées parfois par les dispositifs publics, mais pour un certain nombre d'entre elles, elles passent en dessous des radars de l'action publique. Et nous avons pu en faire un peu une analyse avec un collègue qui est présent dans la salle, Antonin Marger, que je profite pour saluer ce soir, au travers d'une étude que nous avons réalisée sur la question de l'habitat indigne et des dispositifs de lutte contre le mal-logement, en étudiant notamment les possibilités qui étaient proposées aux ménages d'accompagnement pour sortir des situations d'indignité, pour les accompagner vers de la rénovation d'un logement, ou en tout cas une sortie d'indécence. Or, toutes les statistiques montrent que, alors que
les différentes institutions, notamment l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, ou encore l'État qui a présenté récemment un grand plan d'action en direction de la rénovation énergétique, alors qu'il y a effectivement des budgets qui sont proposés, alors qu'il y a des accompagnements, vous avez les aides de l'ANA que je vous ai indiquées, qui est l'Agence nationale d'aide à l'amélioration de l'habitat, alors que ces dispositifs existent, alors qu'il y a des subventions qui sont importantes, qui peuvent aller jusqu'à plus de 80 voire 90% de la prise en charge des travaux, on observe que sur le terrain, il est très difficile pour les acteurs, pour les opérateurs locaux, d'arriver à finaliser ces opérations, à les opérationnaliser. Et on a pu observer le développement de nouveaux profils qui se trouvent en situation de vulnérabilité résidentielle qui jusque-là apparaissaient peu, ou en tout cas étaient plus éloignés des personnes telles qu'on pouvait les identifier. Ce sont notamment souvent le cas de personnes qui, sur des secteurs plus détendus, dans des espaces ruraux, littoraux ou petites villes, font l'acquisition d'un bien, deviennent propriétaires parce que les prix sont finalement assez proches, on va retrouver pour être locataire dans le privé ou même parfois d'ailleurs dans un logement social, achètent des biens très peu chers, tant que la réglementation n'est pas passée sur la loi contre les passoires énergétiques, et ensuite se retrouvent en grande difficulté pour pouvoir réaliser les travaux nécessaires à la vie dans le bien dont ils ont fait l'acquisition, et qu'un certain nombre de dispositifs qui ont été supprimés pour l'accompagnement de ces ménages, ou des barèmes qui sont parfois aussi trop contraignants, avec ce qu'on appelle des bouquets de travaux pour la rénovation énergétique, qui sont trop importants pour ces ménages qui sont en réalité des petits propriétaires, mais précaires, mais dont le statut ne les fait pas être identifiés comme étant des personnes vulnérables. Alors c'est pourtant en devenant propriétaires qu'ils fragilisent davantage leur situation économique. Et cela, vous voyez ici un témoignage, mais il y en a beaucoup. Mon rêve est devenu un cauchemar. Donc une femme qui a fait l'acquisition d'un pavillon, qui ne peut ni rénover, ni vendre sa maison en l'état, et qui se retrouve véritablement en situation d'impasse au regard de cette situation. Alors, quelle solution apporter dans cette situation que l'on regarde à tout niveau semble assez compliquée et assez contrainte? Parmi les différentes solutions, vous l'avez peut-être entendu, ça a encore été rappelé tout récemment par le nouveau ministre du Logement, et c'est quelque chose qu'on entend depuis au moins pas loin maintenant aujourd'hui de 12-15 ans, le choc de l'offre. Le choc de l'offre, le ministre tout récemment a encore dit de l'offre, on va remettre le choc de l'offre. Alors c'était déjà présent en 2017-2018, Emmanuel Macron en avait déjà parlé. C'était présent encore avant, en 2012, dans le programme de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, le choc de l'offre, il faut construire plus. Alors qu'est-ce que ça signifiait ? Ça signifiait que en relançant la production de logements, notamment en levant les barrières fiscales, on allait pouvoir générer une offre suffisante pour fluidifier les parcours résidentiels. Alors ce choc de l'offre, annoncé depuis 15 ans, 17 ans, il n'est jamais venu. Vous voyez bien, sinon on ne serait pas réunis ce soir. Pourquoi ? Parce que même si, et ça n'a pas été le cas, mais même si l'augmentation de la production suivait les annonces qui étaient faites. Même si on arrivait à augmenter de plus de 30% la production neuve, ça ne constituerait pas un sursaut majeur. Ça ne représenterait jamais qu'une augmentation de 110 000 logements supplémentaires, c'est-à-dire 0,3% du parc de logements, pas grand-chose en réalité. Aujourd'hui, plus de 85% du parc de logements de 2040 existe déjà. Donc il y a une inertie qui est extrêmement forte, et certes il faut continuer à construire, mais ce n'est évidemment pas le seul levier. En revanche, ce qui peut aussi être fait, avoir des actions plus immédiates, c'est notamment continuer à soutenir le secteur du logement social, qui a été largement affecté par notamment la réduction du loyer de solidarité, qui a fait perdre au secteur du logement social plus d'1 milliard d'euros, nécessitant pour ça qu'il investisse sur ses fonds propres. C'est aussi s'assurer la mise en place de politiques et de dispositifs qui soient pérennes dans le temps, avec ce qu'on appelle des effets multiplicateurs et des notions de chaîne du logement, c'est-à-dire sortir de dispositifs
tels que ceux qui ont pu être mis en place de défiscalisation à court terme, par exemple un dispositif de défiscalisation qui permettait d'avoir un accès au logement sous conditions de ressources sociales en devenant propriétaire, donc l'accession sociale au logement par le biais de différents dispositifs, qu'il s'agisse de Célier, Pinel ou Duflot, mais qui était ensuite revendu et qui rebasculait dans un marché libre. Et de fait, l'investissement public n'avait servi qu'à un seul ménage qui a pu bénéficier de manière temporaire de conditions d'accès au logement plus avantageuses, et après a été réinvesti dans le cycle immobilier, participant des logiques inflationnistes. L'autre élément, c'est aussi, effectivement, alors que la loi SRU est en train d'être très profondément revisitée et remise à plat, de considérer que ce seuil qui avait été mis en place de 20 à 25% de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants n'est pas un seuil qui est nécessairement un seuil plafond. C'est-à-dire quand on a atteint les 20-25%, on arrête. Il y a peut-être certains territoires qui ont besoin d'aller à 30-35%. Et peut-être que pour d'autres, c'est parfois un peu moins. L'autre élément, c'est se donner de dispositifs, et ça suppose une réforme territoriale, voire peut-être un autre acte de décentralisation des politiques du logement, qui soit plus en cohérence avec les territoires, et non pas des dispositifs aveugles spatialement. On a construit, grâce aux dispositifs de défiscalisation, dans des régions et sur des territoires où c'était rentable, mais pas où il y avait de besoin. On a construit là où il était possible de faire des marges, et non pas là où la demande était la plus importante et la plus présente. Donc ça fait aussi partie d'une des pistes certainement à évaluer. Et puis une autre piste qui existe aujourd'hui, il y en a deux, c'est repenser le locatif intermédiaire. Ça semble être une piste conduite par le gouvernement actuellement, qui veut réintégrer ce locatif intermédiaire dans le calcul de la loi SRU, donc la loi Solidarité Renouvellement Urbain, qui impose les 20% de logements sociaux. Ce locatif intermédiaire, il est donc à destination, comme son nom l'indique, plutôt des catégories moyennes. Ça peut avoir un sens, parce qu'aujourd'hui, de fait, une partie des catégories moyennes intermédiaires ne sont plus privilégiées pour avoir accès au logement social compte tenu de la crise, qui va du coup privilégier les ménages les plus modestes. Donc ce locatif intermédiaire peut avoir un sens pour des ménages qui vont se retrouver, souvent des jeunes ménages, en début de leur trajectoire socio-résidentielle, mais ne se substitue pas à l'investissement dans le locatif social. Une autre piste qui est très largement développée, et notamment à Rennes, c'est le développement de ce que l'on appelle le bail réel solidaire et les offices fonciers solidaires, c'est-à-dire de décorréler le foncier, la propriété foncière, de la propriété immobilière. Ça permet de pouvoir acquérir des biens avec un prix qui est de l'ordre d'au moins 30% moins cher que les prix du marché. On devient donc propriétaire d'un bien sans avoir la propriété du sol. Alors c'est effectivement particulièrement demandé depuis ces dernières années, mais ça présente aussi un certain nombre de limites, même si ça fonctionne bien concrètement. On n'a pas de visibilité non plus, notamment les coopératives qui pourraient participer à ce portage, de l'évolution des prix du foncier. Il n'y a pas non plus une maîtrise totale, et on ne sait pas non plus à terme comment ces biens seront ensuite revendus sur le marché. Un dernier élément qui est questionné, c'est la place aujourd'hui du recyclage urbain, alors qui est aussi un des éléments qui est un peu mis en balance avec un autre objectif que s'est fixé le gouvernement à travers ce qu'on appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui fait craindre, en limitant et progressivement interdisant toute nouvelle construction sur les zones non déjà urbanisées à échéance 2030, une augmentation et un renchérissement des prix de l'immobilier. Or, ce recyclage urbain, on n'en est pour l'instant qu'aux prémices. Certains craignent effectivement que ça puisse augmenter les prix. En réalité, si on regarde un peu plus finement les choses, un surcoût qui est lié à un recyclage urbain, c'est-à-dire une construction sur une reconstruction, c'est de l'ordre de 10 à 15% par rapport à un terrain nu. On a quand même de la marge par rapport à l'évolution des prix du foncier qui sont faits ces dernières années sur des terrains nus qui ont augmenté, eux, de 200%, sans parler de cette question de recyclage urbain. Donc, un certain nombre de questions se posent aujourd'hui. Il n'y aura pas, évidemment, une solution simple pour résoudre cette crise. Il y a en revanche une diversité de questions à poser et d'acteurs qui peuvent être interrogés sur le sujet. J'étais un peu bavarde.
Je vous remercie. Ceux qui possèdent la création monétaire peuvent facilement acheter des logements, c'est même leur intérêt, ils achètent même des terrains. On peut aussi en fait demander à la mairie de réquisitionner des logements vides, puisqu'en fait il y a pas mal de logements vides, ou de logements en locatif touristes. Et aussi, j'avais aussi autre chose à dire. Oui, il y a des rafles de sans domicile fixe dans les villes. Des rafles. Alors, sur la question de la réquisition, c'est évidemment éminemment politique et polémique. La réquisition, bon, on voit qu'on a déjà des difficultés à faire en sorte qu'un certain nombre d'élus se saisissent de tous les outils à disposition. Il y a eu, vous le savez, en Bretagne, tout un discours et un certain nombre de débats sur la question du classement des communes en zone tendue, qui finalement s'est réalisé il y a quelques mois, de manière à pouvoir donner de nouveaux outils aux élus qui ont différentes possibilités, donc taxation des logements vacants par exemple, taxes supplémentaires sur les résidences secondaires, encadrement des loyers, tout un ensemble d'outils qui sont donc à disposition des élus qui sont dans ces communes considérées donc comme tendues. Ce que l'on observe, et vous le savez si vous avez un peu suivi l'actualité, c'est que la manière dont les élus se saisissent de ces dispositifs est très différente d'un territoire à un autre. Tous ne vont pas décider d'une taxe sur les logements vacants, ni sur les résidences secondaires. Même sur les communes littorales, c'est à peu près 2/3 des communes littorales en zone tendue qui décident d'appliquer la surtaxe, et en réalité très peu qui vont appliquer la surtaxe majoritaire, c'est-à-dire à 60% supplémentaires. Et dans les faits, si on prend une commune comme Ouessant, qui a décidé effectivement d'appliquer la surtaxe majoritaire, elle attend une retombée d'à peu près 70 000, 80 000 euros. Bon, ce n'est pas ça qui va permettre de construire beaucoup de logements. Ça va permettre effectivement d'avoir d'autres projets, mais ça ne va pas transformer fondamentalement la structure du parc. Donc, pour passer à l'étape de la préemption ou de la réquisition, ça nécessite effectivement d'autres actions politiques. Et je rappelle aussi sur les espaces littoraux où les résidences secondaires sont parfois majoritaires, que les résidents secondaires peuvent aussi être les électeurs de la commune. Et parfois, ils peuvent être majoritaires. C'est évidemment un frein, bien évidemment, aux choix politiques qui peuvent être conduits. Je vous remercie pour la conférence de ce soir qui est très intéressante et qui dresse un bilan assez sombre quand même de l'état de la politique du logement dans notre pays, dans notre région. D'abord une première question sur le logement étudiant. Il y a une question sur le logement étudiant qui est une question de quantité. Le nombre d'étudiants a doublé depuis les années 70, mais pourtant le nombre d'étudiants a été multiplié par 10 depuis les années 70, mais pourtant le logement étudiant n'a fait que doubler, le logement Crous. Il y a peut-être une problématique de ce côté-là sur la réponse aux besoins en logement des étudiantes et des étudiants qui majoritairement vivent dans le privé. Ensuite, j'aurais aimé poser une question sur la question de la financiarisation des politiques de logement, où de plus en plus l'investissement n'est plus d'initiative publique, mais d'initiative privée et de grands bailleurs privés qui construisent les logements. Merci. Pour la question des logements étudiants,
La question des logements étudiants, elle est aussi un peu particulière à Rennes, puisqu'on a un parc de logements, particulièrement dans le centre ancien, qui accueille d'ailleurs la majorité des étudiants, constitué de toutes petites typologies qui, jusqu'à présent, étaient aussi dans un état relativement dégradé, ce qui expliquait qu'effectivement, c'était finalement une manne financière. C'était peu cher pour les étudiants qui trouvaient finalement à bon compte à se loger, y compris en centralité, et puis pour les propriétaires qui se disaient, bon, on ne va pas investir plus que ça, c'est du temporaire, puisqu'à chaque fois, c'est que quelques mois. Donc il y a eu un peu ce cycle-là qui a fait que le parc privé a amorti, ou en tout cas a invisibilisé les besoins qui étaient très forts et auxquels effectivement il y a eu certainement un manque depuis un certain nombre d'années de création de logements crous, comblés en partie par d'autres foncières d'habitat, mais surtout par un parc privé parfois relativement désorganisé et anarchique. Et aujourd'hui, alors que l'on a des opérations de réhabilitation d'envergure du centre ancien à Rennes, on s'est posé la question d'effets potentiels de gentrification ou d'évolution de l'occupation de ce centre ici. Alors, il y a des études en cours, dont un étudiant d'ailleurs dans la salle qui travaille sur ce sujet. Les étudiants restent encore très présents dans le centre ancien. Ils n'ont pas complètement, loin de là, déserté le centre ancien pour les raisons qu'on a évoquées en termes de typologie de parc de logement. En revanche, la problématique, encore une fois, c'est pas seulement quantitatif, parce qu'on continue à construire des logements, mais c'est vraiment à destination de qui? Donc, prioriser un public jeune, penser peut-être des dispositifs aussi d'accompagnement dans le privé, parce que oui, il faut construire davantage de places dans le crous, c'est une évidence. Mais comme pour la question finalement du logement en règle générale, sans mobilisation du privé, on n'arrivera à rien. Il faut aujourd'hui bien penser, notamment sur des régions où il y a des forts taux de propriétaires, que sans mobiliser ou sans trouver les manières qu'il y ait des effets de solidarité des propriétaires ou du privé de manière plus large, on ne pourra pas sortir de la crise directement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aider peut-être à solvabiliser les étudiants. Alors ça existe déjà, mais des garanties loyers pour des personnes qui ne pourraient pas avoir de garantie et qui permettent comme ça de pouvoir avoir accès au logement. Mais en demandant des compensations aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans un cycle inflationniste où on garantit en quelque sorte aux propriétaires que la personne pourra bien payer, que l'étudiant pourra bien payer. Il faut aussi qu'il s'engage à un certain nombre de responsabilités, que ce soit bien évidemment de l'État et de la qualité du logement, que cela soit également des prix et du changement entre les locataires. Donc, si vous voulez, c'est un peu les deux, mais c'est surtout pour moi un enjeu très fort, et ça, on retrouve ça dans tous les territoires, même les centres anciens. Les centres anciens ont quand même la particularité d'être des territoires qui sont avant tout des territoires contrôlés par des acteurs privés, très majoritairement. Donc on ne pourra pas faire évoluer les choses, et j'ai essayé de vous le dire quand je vous disais que même en construisant énormément de logements, ça jouera à la marge, sans mobiliser les acteurs privés, individuels, ce qui est très compliqué, mais c'est à cela qu'il faut réfléchir si on veut des situations qui peuvent évoluer rapidement. L'autre élément de votre question, c'était, excusez-moi, je me suis laissé emporter. C'était un élément sur la question de la financiarisation de la construction de logements. Alors sur la financiarisation, effectivement, on n'a pas parlé des dispositifs plus précisément, mais l'État s'est désengagé de plusieurs manières. Il s'est désengagé tout d'abord dans ce qu'on appelle les aides à la construction, les aides à la pierre, qui n'ont cessé de diminuer. Donc ce sont les aides qui aident à produire directement des logements conventionnés, souvent des logements sociaux. Et ça, ces montants n'ont cessé de diminuer. Nécessitant du coup pour les bailleurs sociaux de réinventer des modèles économiques, notamment en étant incités à vendre les logements à leurs locataires pour dégager des capitaux pour pouvoir ensuite réinvestir. Donc c'est une forme de financiarisation aujourd'hui avec des nouveaux métiers qui apparaissent pour les bailleurs sociaux, de vente, d'acquisition, enfin vraiment donc une évolution que l'on avait déjà connue au Royaume-Uni par ailleurs. Cette financiarisation, on la retrouve aussi dans les dispositifs de défiscalisation qui sont aujourd'hui majoritaires, qui font supporter aux ménages, souvent classe moyenne intermédiaire, le risque d'un investissement pour ensuite un dispositif de défiscalisation. Alors il y en a eu énormément et ça a plutôt fonctionné dans le sens où pour un certain nombre de ménages, ils ont trouvé là un investissement intéressant, rentable, sur des dispositifs de défiscalisation du Flot, Pinel, Cellier ou d'autres.
Mais encore une fois, ces dispositifs, comme on l'a vu tout à l'heure, le problème, c'est qu'ils sont aveugles spatialement. Ils n'imposent absolument pas aux ménages, même si c'est en fonction, il y a quand même un zonage en fonction de la tension sur la zone, mais ils n'imposent pas aux propriétaires de construire un endroit particulier par rapport à un autre. Donc, naturellement, les logements vont être construits là où c'est le plus rentable. Rennes, il se trouve que c'est une ville attractive, c'est rentable, donc on peut construire avec ce type de dispositif, mais dans d'autres territoires, ça peut aussi être le cas alors que la demande n'est pas celle-là. Donc cette financiarisation, finalement, c'est un manque aussi de pilotage direct, d'où mon appel peut-être à une autre vague de décentralisation ou une réforme territoriale qui permette de reterritorialiser les politiques du logement avec des adaptations, parfois effectivement de la loi SRU, pas celle qui est proposée aujourd'hui, qui en fait contribue à mettre à plat une politique qui était une politique plutôt bien acceptée à l'échelle nationale et qui a porté ses fruits. On a quand même un grand nombre de communes qui ont fait des efforts de construction depuis 25 ans. Certaines n'ont pas réussi à tout rattraper, mais malgré tout, et là c'est envoyé un très très mauvais signal que de remettre à plat en intégrant du locatif intermédiaire dans le calcul de la loi SRU. Bonjour, je vous remercie pour cette conférence. Dans les pistes dont vous avez bien expliqué effectivement l'augmentation importante de la demande de logement social qui a explosé effectivement ces dernières années. Et dans les différentes pistes que vous avez évoquées, il n'y a pas la question de l'encadrement des loyers, parce qu'effectivement une partie des demandeurs de logements sociaux aujourd'hui sont aussi du coup des salariés qui pourraient accéder, en tout cas de manière temporaire, au logement privé, le temps d'avoir un accès au logement social, mais qui se retrouvent aujourd'hui bloqués du fait du montant des loyers. Alors, la question de l'encadrement des loyers, pendant longtemps, il y a encore peu de temps, on disait on manquait de recul. Là, on commence à avoir des études qui sortent, à Bordeaux, à Lille, à Paris, évidemment, sur l'encadrement des loyers qui portent ses fruits. Alors, effectivement, on n'est pas tout à fait dans la même conjecture que celle dans laquelle on s'est trouvé au moment de sa mise en place, mais l'encadrement des loyers peut être une solution, vous l'avez rappelé, à condition, et c'est ça qui est aussi plus compliqué, que ça soit, le terme est toujours un peu polémique, mais qu'il y ait des contrôles, que ça soit suivi. Et pour ça, il faut qu'il y ait des personnes dans des services qui suivent, et dans un contexte de très forte tension, comme c'est le cas aujourd'hui, le discours qui est tenu, c'est que l'urgence n'est pas l'encadrement, mais la fluidité, et que cet encadrement risque au contraire de freiner un certain nombre de propriétaires, ou en tout cas des procédures de contournement. Mais pour autant, lorsque c'est mis en place, c'est généralement suivi d'effets à 4-5 ans sur les prix de sortie, sur les coûts tout simplement des loyers. Bonsoir. Je me demandais si, parallèlement à la diminution finalement de propriétaires du fait de la montée des prix généralisée sur le marché de l'immobilier, je me demandais en fait si, parallèlement, les biens qui étaient encore à la location avaient diminué en qualité. C'est-à-dire que, pour un même budget, est-ce que les personnes qui se retrouvent donc sur le parc privé en locataire se sont vues avoir accès à des biens de moindre qualité? Alors, comment vous répondre à cela directement? Ce n'est pas les biens en soi qui sont de moindre qualité, c'est que les prix sont décorrélés. Et donc, face à une pression sur le logement, aujourd'hui, on voit effectivement, et là, je peux vous répondre sur le logement étudiant, le loyer moyen a augmenté pour la même superficie et le même type de prestation en 3 ans de plus de 150 € par mois. Donc, oui, effectivement, on peut considérer qu'au regard du loyer, les prestations ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est sans compter les coûts annexes d'évolution du prix de l'énergie sur des logements qui sont tout particulièrement énergivores quand on pense effectivement aux petites superficies et aux centres anciens. Et
toujours sur cette question du logement étudiant, les petites superficies sont aussi évidemment les plus chères en ratio prix au mètre carré. Donc tout cela conduit à répondre oui à votre question, dans le sens où évidemment l'augmentation généralisée des prix de l'immobilier tend aujourd'hui non pas à dire que les propriétaires vont gagner davantage d'argent, qui vont permettre de rénover les logements, mais faire des marges et sans obligation nécessairement que l'investissement se fasse à la clé, sauf avec les dispositifs plan énergie-climat et l'objectif de rénovation énergétique auquel un certain nombre de logements va être soumis et qui nécessitera effectivement d'investir, mais d'investir et peut-être de répercuter, même si en ce moment, on sent que le marché est en train de commencer un tout petit peu à se tasser, mais à se tasser à un niveau haut, en réalité. Je vais vous reposer deux questions. Donc sur la question, tout à l'heure on parlait du logement intermédiaire. Vienne, dans les années 70, a mis en place une politique en termes d'encadrement des loyers sur les logements intermédiaires. On a eu du recul sur cette politique-là et plusieurs articles sont sortis récemment. On montre en fait que sans contrôle véritable sur le tarif du loyer, il n'y a pas d'effet sur l'accès au logement. Et Vienne est une des villes où l'accès au logement est le plus difficile en Europe. Sur cette question-là, et justement je m'interrogeais sur la capacité des pouvoirs publics dans un contexte où les moyens des puissances publiques sont limités à contrôler les dispositifs d'encadrement, d'où la question d'intégrer une partie de ces logements-là dans un giron public. Et deuxième question, du coup, porterait plus sur la question là du bail Crous, c'est-à-dire qu'actuellement, les logements Crous sont mis à disposition des étudiantes et des étudiants, ce qui crée une très forte précarité vis-à-vis de l'administration, et particulièrement sur les questions d'intimité. Ça a été mis en exergue par les syndicats étudiants, là, à l'occasion des élections au conseil d'administration du Crous. Peut-être que aussi une partie de la réponse réside dans la modification du statut des mises à disposition sur le Crous, qui permettra à plus d'étudiants d'accéder à ce type de logement-là, parce qu'ils auraient moins peur d'être dans un cadre qui est agressif pour leur vie privée. Alors, sur la question du logement intermédiaire, vous avez raison. Effectivement, on a du recul sur cela. Là où on a moins de recul, c'est effectivement de l'intégrer dans les calculs du parc social. Effectivement, on sait très bien ce que ça signifie derrière. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le logement intermédiaire existe déjà dans le parc social. C'est la catégorie qu'on appelle PLS, qui souvent ne trouve pas ou peu preneur. En réalité, à l'intérieur du parc de logements sociaux, ça peut s'adresser à des personnes qui sont avec des ressources extrêmement faibles, bien en dessous du seuil de pauvreté. Et le logement social peut aussi couvrir des catégories intermédiaires, voire intermédiaires supérieures, y compris avec des ménages qui peuvent avoir des revenus à 8 000 € par mois. Donc effectivement, on est clairement sur la classe moyenne supérieure, et ça existe déjà. C'est une offre, ce segment de logements sociaux qui fonctionne rarement très bien. Le PLS trouve rarement preneur, parce que pour ces ménages qui ont plutôt des ressources plus élevées, ils vont préférer aller vers le secteur privé, sauf dans certains territoires, effectivement Paris étant une exception, la région parisienne, mais ils trouvent assez peu preneur. Donc on pourrait être assez surpris de voir se développer ce logement intermédiaire, plus ou moins conventionné, puisque pour l'instant on ne sait pas trop. Pour autant, dans la situation actuelle de crise du logement, où on a une paupérisation du parc de logement social et donc une priorisation qui est faite vers les ménages les plus en difficulté, c'est-à-dire sortie d'hébergement, d'ALO ou autres, une grande partie effectivement des classes moyennes ne peut plus directement avoir accès au logement social, qui va quand même être priorisé pour ces situations d'urgence. Donc on peut comprendre qu'il y ait la nécessité de maintenir une offre intermédiaire, de logement intermédiaire, pour ces ménages, et qui souvent sont des ménages qui sont effectivement en attente ou qui vont rester pendant quelques années, 4-5 ans, souvent jeunes couples ou autres, et qui vont ensuite pouvoir réintégrer, donc reparticiper à la fluidité et au cycle du parc. Ça, c'est tel que c'est pensé aujourd'hui. On n'est pas certain non plus que dans 15 ans, ces logements fonctionnent tout à fait comme cela.
Sur le deuxième aspect, là je serais moins à l'aise pour vous répondre parce que je connais moins que vous le fonctionnement sur l'administration du Crous. Pour essayer de réagir par rapport au point de tout à l'heure, peut-être sur cette question du Crous, il y a de toute manière un déficit depuis au moins 15-20 ans d'investissement auprès du Crous, auprès des services du Crous, pour les étudiants qui, effectivement, sans lien avec à la fois les besoins qui sont ceux des étudiants aujourd'hui et quantitativement le nombre d'étudiants qui auraient la possibilité de se tourner vers leurs services. Donc, quant à imaginer des leviers qui permettraient peut-être, j'imagine que c'est le sens un peu de votre question, une forme de gestion plus participative, plus ouverte, plus transparente aussi des critères d'attribution, oui, bien évidemment, on ne peut que plaider en cette direction. Oui, bonsoir. J'ai une question. Merci d'abord pour cette présentation. Ce portrait aussi de la Bretagne. On sent bien qu'il y a beaucoup de disparités en Bretagne et des situations très diverses, la métropole rennaise en particulier, et puis des tensions, peu de tensions dans le centre-Bretagne. En fait, ma question porte sur la dissociation foncier bâti. Parmi les solutions évoquées, il y a celle autour du logement social. Mais qu'est-ce que vous pensez de la dissociation plus généralisée autour de tous les types de logements, c'est-à-dire en vue d'une maîtrise plus globale, complète de cette production de logements, y compris dans le temps, c'est-à-dire pas seulement autour du logement social via des baux amphithéotiques de 99 ans, mais autour du logement, par exemple, intermédiaire ou même du logement libre, sur des périodes de 20, 25 ans, 30 ans, pour essayer de mieux maîtriser ces évolutions foncières et ce surenchérissement des prix. On n'a pas beaucoup de recul a priori en France, mais ce sont des dispositifs qui sont assez fréquents dans les pays anglo-saxons, même aux États-Unis manifestement. Voilà. Est-ce qu'il y a des travaux de recherche envisagés sur ce sujet? Est-ce que vous avez du recul de votre côté, des éléments, des pistes qui pourraient nous permettre de mieux saisir l'intérêt de ces dispositifs? Alors, il y a effectivement des travaux sur d'autres territoires. Vous avez eu raison de le rappeler, Royaume-Uni, entre autres, ou États-Unis, sur ce qui reste aussi des expérimentations et non pas une généralisation dans les deux cas de cette dissociation. Donc c'est à chaque fois des expérimentations dans des situations assez précises et dans des contextes qui ne sont pas tout à fait celui de la France dans le fonctionnement. Ce qui pourrait peut-être le mieux nous servir un peu de recul sont, et pour le coup à Rennes on a un exemple qui est intéressant, c'est justement toute la politique d'acquisition foncière que Rennes Métropole a mis en place et du temps déjà du district qui a permis un temps, et pendant relativement longtemps, alors maintenant ça a changé et on sait pourquoi, mais de maintenir des prix d'immobilier moins élevés que dans d'autres métropoles. Ce qui a permis effectivement ce que l'on a vu sur la création de nombreuses ZAC, alors d'autres villes l'ont fait comme Grenoble, mais Rennes tout en particulier. Donc on a vu que cette maîtrise du foncier à prix abordable, la constitution de réserves foncières, au moins sur cette partie-là, on a le recul, ça fonctionne pendant un temps. Et c'est toute la question que vous nous posez ce soir, c'est-à-dire ça fonctionne jusqu'à quand et comment ça se passe après. Et effectivement, quand on a bâti sur un foncier ensuite, la première question qui se pose, c'est qui va gérer, opérationnaliser, recevoir les loyers? Est-ce que ça va être la collectivité? Est-ce que c'est un organisme solidaire? Est-ce que c'est une coopérative? Dans la plupart des exemples que l'on retrouve dans les pays étrangers, ce sont souvent des coopératives qui prennent en charge cette dissociation foncière. Donc en France, la question commence à se poser sur ce portage, mais que deviennent ces coopératives lorsqu'elles vont être elles-mêmes en concurrence avec des promoteurs immobiliers sur l'accès au foncier, ensuite sur le marché du logement ou autre? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme de voir finalement ces opérateurs suivre un peu la même tendance, alors certes avec des encadrements ou des réglementations? Et puis la deuxième question qui se pose surtout, c'est la manière dont les ménages
vont aussi appréhender ce choix. Alors certes, dans le contexte qui est celui que l'on connaît toujours actuellement et pendant encore 15 ans, pendant moins quelques mois encore, et puis pendant 15 ans, on sait que l'accroissement démographique va faire que la demande restera relativement importante dans certains territoires, pas dans tous. On peut imaginer que toute initiative qui vise à rendre un logement plus accessible ou plus abordable sera plutôt bien accueillie, mais ça remet en cause quand même la notion de propriété telle qu'on la connaît, et on ne sait absolument pas encore comment ça peut être abordé. Ça rejoint un petit peu ce que l'on retrouvait sur l'habitat partagé aussi, où c'était une propriété, mais une propriété mixte, et c'était porté et construit par les habitants le temps de la création du projet, mais pour les deuxième ou troisième générations d'occupants, il y avait moins de visibilité sur ce que l'on voulait bien partager, sur les quotes-parts, sur le fonctionnement. Et c'est un peu la crainte sur ce type de dispositif qui, pour l'instant, semble attractif, mais parce qu'on est sur quasiment des premières générations. Ensuite, quand il s'agira de revendre, de limiter les plus-values, mais malgré tout, ça permet d'éviter les travers des dispositifs qu'on a mis en place jusqu'à présent, justement dans les ZAC où il y avait une maîtrise du foncier, où finalement, on a réussi à limiter les prix que pour les primo-accédants ou les premiers venants, et ça s'est perdu ensuite. Il n'y a plus de questions ? Alors, la dernière. Merci. Bonsoir. J'aurais une question concernant le parc social et donc la revente des logements en fin de cycle, entre guillemets. Moi, c'est mon cas. Par exemple, j'ai acheté dans le social et du coup, je considère que c'est une partie de... Enfin, je contribue en fait à la gentrification quelque part, qui n'a pas été abordée non plus. Et donc, je voulais savoir en fait, en termes de phénomène, si c'était quelque chose qui s'aggravait et s'accroissait en fait avec le temps, parce que c'est l'impression que j'en ai en tout cas. Et par rapport à ça, savoir aussi si finalement c'est pas un appauvrissement de l'offre qui va arriver à terme, puisque en fait ces logements qui auraient pu rester dans le parc sont bradés petit à petit et en fait restreignent potentiellement le nombre de logements disponibles à la location pour les personnes qui en auraient vraiment besoin. Merci. Alors la vente des logements sociaux, elle a aussi toute une histoire, hein. Elle a été particulièrement engagée, encouragée au Royaume-Uni, notamment du temps de Margaret Thatcher, avec ce Right to Buy. Enfin, c'était vraiment une politique très libérale d'évolution du modèle du logement social qui arrive sous une forme un peu différente chez nous malgré tout, qui est proposée comme une piste pour certains bailleurs qui la mettent en place. En fonction d'une connaissance qu'ils peuvent avoir du parc, c'est aussi un accompagnement, vous le savez, hein, c'est pas proposé à tous les ménages de pouvoir y avoir accès, c'est vraiment une forme d'accompagnement pour des personnes, éviter qu'elles soient en situation de difficulté face à des charges qu'elles n'auraient pas appréhendées ou d'autres configurations. Donc, par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres territoires, la France, sur cette question de la vente des logements sociaux, encadre, suit mieux que d'autres territoires. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Après, sur cette vente, si on prend le discours originel, c'est la possibilité pour des personnes, plutôt que payer un loyer, de se constituer un capital et à terme de pouvoir effectivement, finalement, plutôt que payer 20-25 ans à un organisme bailleur, d'avoir elle-même cette propriété-là, en évitant les copropriétés dégradées, parce qu'on reste avec cet accompagnement. Donc c'est un dispositif qui peut avoir un sens aussi, qui peut permettre un accès à la propriété accompagné, et c'est en soi quelque chose d'intéressant. Le problème n'est à mon sens pas forcément celui de la gentrification, même si je comprends que vous l'évoquiez et que vous puissiez avoir ce ressenti. C'est plutôt un problème d'équilibre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne propose pas beaucoup d'alternatives aux bailleurs sociaux. On a réduit de plus d'1 milliard les fonds de soutien que l'État leur accordait. On leur demande de continuer à aller trouver des stratégies d'investissement par la vente d'une partie de leur patrimoine, qui est souvent en plus une partie qui est plutôt bien entretenue, qui fonctionne plutôt. Donc c'est clairement une réorientation du modèle du logement social que l'on a aujourd'hui en France. Donc en soi, la vente peut être, si vous voulez, c'est pas tant la vente qui en soi pourrait être incriminée, c'est que la vente comme substitut à l'investissement public. C'est plutôt là qu'effectivement que le problème réside. Parce que
encore une fois, sur la diversité qui existe aujourd'hui du parc social, qui est loin d'être monolithique, qu'il y ait cette possibilité qui soit offerte, ça peut totalement s'entendre. Mais il ne faut pas que ça se fasse comme substitut à un investissement qui, par ailleurs, est nécessaire. Et aujourd'hui, ce que l'on propose au monde du logement social, c'est un plan de rénovation énergétique qui est nécessaire, par ailleurs, mais c'est aussi très peu de soutien à la construction. Et c'est un manque d'accompagnement politique sur la question de la loi SRU, très clairement, aussi. Merci beaucoup.